Salut, je m'appelle Nico et si vous suivez la chaîne YouTube, vous savez que j'aime beaucoup marcher. Vous savez que j'habite dans une région qui est composée de collines de basse montagne, dont l'altitude peut atteindre 1000 mètres, de montagnes. Là où j'habite, on a le parc de Chartreuse à l'est, le parc du Vercors au sud, les Champs-Barans à l'ouest et on a un ensemble de collines qui sont un véritable terrain de jeu quand on aime marcher, quand on aime camper, quand on aime vivre un petit peu dans la nature. Et c'est mon cas. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez principalement des vidéos contemplatives où je me filme en train de me balader. Non, je vous arrête tout de suite. Le but, c'est pas de me mettre en valeur, c'est simplement de mettre une présence humaine dans la nature pour montrer qu'on peut passer du temps dans la nature sans faire n'importe quoi. En un mot, sans la dénaturer. Je suis donc mon propre acteur. Et puis ça économise aussi sur des coûts de production puisque j'ai pas à payer un acteur pour faire ce que j'ai besoin. Et puis en plus, ça va être compliqué puisque je suis un petit peu minutieux. Je préfère faire les choses moi-même, de bout en bout. Je suis mon acteur, je suis mon caméraman, je suis mon producteur, je suis mon scénariste, même si généralement il n'y a pas besoin de faire un scénario. Tout se passe un petit peu naturellement. Et puis je suis mon monteur. En fait, je gère tout sur mes réseaux de A à Z. Bien, dans cette vidéo, je ne vais pas détailler ce que je fais sur mes réseaux sociaux, ça on s'en fout, c'est complètement secondaire. J'aurais peut-être dû prendre un tabouret qui grince pas. Dans cette vidéo, je vais détailler le contenu du sac que j'ai emporté pour cette balade sur les collines. Comme d'habitude, je vais parler de matériel. Donc, parler de matériel sans préciser où je l'ai utilisé et à quel moment de l'année je l'ai utilisé, c'est un non-sens. Vous n'êtes pas des débiles, je le sais, donc je ne vais pas simplement vous présenter du matériel comme on le ferait dans une émission de télé-achat. Ici, on n'est pas dans le télé-achat, on est dans le matériel éprouvé, sur le terrain, tout au long de l'année, dans des conditions parfois difficiles. Donc, j'aime vous parler de matériel uniquement quand il a vécu, quand j'ai suffisamment expérimenté le matériel. Malgré tout, cette vidéo ne constitue pas forcément un guide d'achat que vous devriez suivre les yeux fermés. Bon, c'est du matériel que j'ai utilisé dans un contexte précis, qui me convient, ou pas d'ailleurs, puisque je vais détailler tout ça dans cette vidéo. Alors, le contexte géographique. On est ici sur des collines de basse montagne, on est dans une région tempérée, les vents peuvent être forts, mais uniquement quand on connaît un épisode particulier, comme ça a été le cas. La température était en moyenne de 10 à 15 degrés, et au plus bas, pendant la nuit, elle est descendue entre 5 et 10 degrés. J'ai pas un thermomètre qui mémorise les températures les plus basses ou les plus élevées, donc je ne sais pas précisément où la température est descendue, mais je peux dire qu'on n'a pas eu de température négative, c'est-à-dire inférieure à 0. Donc ça, c'est pour le contexte géographique. On a eu des épisodes de pluie réguliers, par intermittence. On a eu des averses, des accalmies par intermittence, donc c'était compliqué à gérer puisqu'il fallait systématiquement, pour éviter de trop se mouiller, enfiler le poncho, et pour éviter de trop transpirer en mode cache de sudation, retirer le poncho quand il arrêtait de pleuvoir. Donc régulièrement, on retirait le poncho, on le remettait. On est dans l'automne, même si le thermomètre prend son temps pour descendre, ce qui fait que certains choix de matériel, comme mon sac de couchage, n'étaient pas forcément très judicieux. Mais je vais y revenir en détail. Pour cette balade, j'ai pas voulu prendre un sac à dos de randonnée, c'était probablement une erreur de ma part puisque le contenu de mon sac était lourd. Un sac à dos de randonnée comme mon Osprey Aether 65 litres aurait probablement été plus confortable à transporter puisque c'est un sac de randonnée, donc c'est un sac qui est fait pour la montagne. Pour cette balade, j'ai voulu prendre un sac militaire. C'est mon sac Savota Yakari large. Et je pense que c'était pas le choix le plus judicieux parce que c'est un sac qui est fait pour les militaires. On peut évidemment l'emporter en montagne. Un sac à dos, c'est un contenant.
qu'on va mettre sur le dos et dans lequel on va mettre des choses. Donc, n'importe quel sac à dos fera l'affaire, a priori, sauf que quand il est très chargé, le Jacquari devient pas très confortable à mettre sur le dos. D'autant plus quand on est mince. Moi, j'ai pas beaucoup de bides, j'ai pas beaucoup de hanches. Et le problème qui va se poser, c'est que la ceinture du Jacquari, même si sur la version la plus récente a été raccourcie de façon à s'adapter aux gens de corpulence mince, malgré tout, quand le sac est chargé, la ceinture a tendance à descendre un petit peu. Même serrée au max, même en portant des vêtements épais, on peut voir ici que pendant cette balade, je portais non seulement un t-shirt en laine mérino, une chemise en laine et ce bon vieux pull en laine islandaise tricoté à la main par Nadine. Salut Nadine, quand tu regarderas la vidéo. Donc j'avais une bonne épaisseur de vêtements. Malgré tout, le Jacquari avait tendance à descendre un petit peu plus bas que les hanches et donc à me faire ressentir le poids du sac à dos sur les épaules. Et ça, c'est moyen. C'est aussi quelque chose qui m'arrive avec le Osprey, puisque le Osprey, généralement, je m'en sers en saison estivale. Et donc, en saison estivale, je porte ni chemise en laine, ni pull en laine. J'ai simplement un t-shirt, la plupart du temps. Ça peut m'arriver de mettre aussi une veste imperméable, mais la plupart du temps, c'est des couches relativement fines. Et sur une veste en nylon, comme c'est le cas avec ma veste imperméable, je ne sais plus où je l'ai mise, mais c'est pas très grave. Un sac en nylon, la ceinture va aussi avoir tendance à glisser. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Parce que je me retrouve régulièrement à remonter le sac pour éviter que les bretelles d'épaule me fassent porter tout le poids du sac sur les épaules. On le sait, pour randonner correctement, quand le sac est un petit peu chargé, il faut que le poids soit complètement porté sur les hanches, sur l'os iliaque. Et ça se fait normalement en réglant correctement la ceinture lombaire du sac à dos. C'est ce que j'arrive à faire dans une relative mesure avec le Osprey. Et c'est ce qui est plus compliqué à faire, je ne sais plus où je l'ai mis. Et par là, je vais le retrouver. C'est ce qui est un petit peu plus compliqué à faire avec le Savota Jacquari. Compliqué ne veut pas dire impossible, donc je vais continuer mes tests. Et comme d'habitude, je reviendrai vous parler de ce sac à dos quand j'aurai suffisamment de vécu avec. Le sac en question, on peut voir que c'est un beau bébé, gros bestiau même, que j'ai équipé sur la face avant d'un élastique. La corde élastique, c'est Savota aussi qui propose ça à son catalogue, de façon à pouvoir porter le sursac imperméable. Le sac anti-pluie, pour le Jacquari large, c'est pas forcément une nécessité, puisque le sac est relativement bien conçu, il a un traitement déperlant et une construction tout temps. Je dis ça avec des pinces parce que malgré tout, il est équipé de passants molly qui font tout le tour du sac. Les passants molly, alors molly c'est un acronyme américain qui veut dire multi, je sais plus quoi, quelque chose, enfin ça se prononce molly, c'est des sangles qui sont cousues sur le sac de façon à pouvoir rajouter des éléments. Ça peut être n'importe quel type d'éléments, des cordes élastiques, des pochettes, mettre un couteau directement sur le côté du sac, etc. etc. Ça peut être vraiment assez complet. Ici, je prends le cas de mon bouffadou. C'est quelque chose que je peux aisément glisser dans les passants molly. Moi, sur ce sac, j'ai pas ajouté énormément de choses, même si j'ai la possibilité quand même de fixer une pochette comme celle-là. Et alors ces pochettes sont intéressantes parce que mises sur le côté du sac à dos, de chaque côté, ça me permet de transporter ma gourde, par exemple, ou un équipement de protection pour la pluie, mon poncho, mon pantalon de pluie. Ces éléments, moi j'aime bien les porter avec des élastiques, je les trouve plus accessibles. Et puis l'élastique, ça pèse bien moins lourd qu'une pochette. Et puis l'avantage de la pochette, c'est encore de pouvoir organiser du contenu à l'intérieur de mon sac à dos. Donc ces pochettes étaient logées dans mon sac à dos. J'en avais deux. Une pour tout ce qui est abri. Donc à l'intérieur, il y avait mon tapis de sol, une simple feuille de nylon, les piquets de tente pour installer mon tipi. Ici, le tipi que j'ai utilisé. D'ailleurs, c'est pas, je me suis trompé, là c'est la chambre à coucher du tipi. Le tipi, il est ici. Donc on va faire les choses correctement. Voilà.
le tipi que j'avais fixé avec les sangles en bas du sac à dos, à l'extérieur du sac à dos. Le tipi, c'est l'abri que j'ai utilisé contre les intempéries. Donc, si l'intérieur du sac à dos est déjà rempli, j'ai pas forcément d'utilité à transporter mon abri à l'intérieur du sac. Donc, c'est quelque chose que je vais plutôt transporter à l'extérieur. D'autant plus que quand il est trempé, je veux pas qu'il s'écoule à l'intérieur du sac à dos. Même si mon équipement dans le sac à dos est protégé avec des sacs étanches, j'ai pas envie d'avoir de l'eau à l'intérieur du sac à dos. L'eau s'accroupit, ça sent pas forcément très bon, donc si je dois me retrouver avec une odeur de champignons moisis dans mon sac à dos, je vais moyennement apprécier. Ça, c'est un détail, c'est pas très important. Je lui ai ajouté ici sur une bretelle d'épaule une pochette fabriquée par Romain. Romain, c'est un artisan français qui fait des pochettes en nylon, qui est très talentueux, qui fait du matériel de qualité, qui s'adapte à peu près à n'importe quel sac à dos, de façon à pouvoir ajouter des pochettes de transport sur des sacs à dos qui n'en sont pas équipés ou qui sont pas très bien équipés, comme c'est le cas ici, avec ce, je vais mettre mon micro plus accessible, avec ce sac à dos qui a des passants ici de sangles cousues qui vont justement permettre de fixer des éléments. Donc ça, c'est bien pratique. Ça me permet de mettre le téléphone ici pour pouvoir faire des photos sur le vif quand j'ai pas forcément envie de sortir mon appareil photo. Maintenant, mon appareil photo était fixé sur l'autre bretelle d'épaule avec ici cette fixation Peak Design. Ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas longtemps. J'en suis très satisfait pour l'instant, mais ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc je peux pas vous recommander de l'acheter tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer de m'en servir un moment. Sur cette fixation, je mets des appareils photo, un appareil photo à la fois qui pèse relativement lourd. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu à me plaindre. Il n'y a encore pas eu de problème. En période de chasse, je mets toujours un chasuble qui permet de me signaler pendant mes déplacements. Et je vais ajouter à ce sac à dos un poncho de chasse. Donc le poncho, c'est un élément. D'ailleurs, dans le cas du poncho que j'ai commandé, c'est pas tout à fait un poncho, mais plutôt une pèlerine, puisque c'est pas un poncho que je peux ouvrir sur le côté, comme je le fais systématiquement avec mes ponchos, pour faire un tapis de sol imperméable, pour pouvoir m'asseoir directement par terre. La pèlerine que j'ai commandée, c'est un poncho avec des manches longues, qui permet aussi de protéger les manches de ma chemise contre la pluie. Et c'est bien parce que même si la chemise est en laine et que humide, elle me maintient quand même au chaud. Quand les manches sont imbibées d'eau et qu'elles se transforment en éponge, c'est moyennement confortable. Le chasuble, je le maintiens là encore avec des cordes élastiques. Et on a fait le tour du sac. Donc je vais pouvoir le mettre de côté. Par quoi je vais commencer? Il y a quand même pas mal de matériel sur cette table. Je parlais tout à l'heure du sac de couchage. Je vais terminer avec le sac de couchage et dire pourquoi, à mon avis, même si c'était rassurant de l'avoir et de l'utiliser, c'était pas forcément le choix le plus judicieux. Le sac de couchage que j'ai pris pour cette balade, c'est mon bon vieux Carinthia Défense 4. Le Défense 4, c'est un sac de couchage très chaud. Sa température de confort descend à -7, -8, il me semble, quelque chose comme ça. Et avec de bons vêtements à l'intérieur, des vêtements pour la nuit, donc secs, on peut descendre à -15 sans problème. On doit même pouvoir descendre plus bas. J'ai pas fait de test plus poussé puisqu'ici les températures descendent rarement aussi bas. Mais c'est quelque chose que j'ai hâte de tester. Et si vraiment c'est nécessaire, dans le Défense 4, je rajouterai mon petit sac de couchage, le Défense 1, que j'utilise principalement en été. Ou alors ma couette, tout simplement. Ma couette réalisée par Florent de French Light Outdoor, qui est un autre artisan français qui lui fabrique plutôt de l'équipement très léger. C'est probablement quelque chose que j'aurais dû faire. Prendre cette couette. Cette couette qui est par là. Ah, j'allais dire, tant pis. Elle est là, cette couette, et elle pèse vraiment pas grand-chose. Le principe de la couette, c'est d'utiliser les vêtements que tu portes pour te maintenir au chaud pendant la soirée pour passer la nuit au chaud. Donc l'idée ici, c'est de mettre ma petite doudoune à capuche ou mon pull en laine avec un tour de cou en laine, une écharpe et un bonnet. Au choix, hein, tour de cou ou écharpe. Et puis de mettre ma couette sur moi pour qu'elle me couvre des pieds jusqu'aux épaules. Et ensuite, le haut de la tête, c'est mes vêtements chauds qui prendront le relais.
Et donc, l'utilité du sac de couchage est relative, puisque toute la partie isolante du dos, dans le sac de couchage, sera écrasée entre mon dos et le matelas. Donc là, on peut se poser des questions. Est-ce que toute cette partie-là est réellement utile à avoir dans le sac à dos, puisque la protection isolante de la tête, de la nuque, des épaules et du dos, je l'ai déjà par mes vêtements chauds. D'où l'utilité de remplacer un sac de couchage par une couette. C'est probablement ce que j'aurais pu faire pour économiser quelques dizaines, voire quelques centaines de grammes dans le sac à dos. Toujours est-il que le Défense 4, c'est un peu un cocon de chaleur. Voilà, c'est un bunker, c'est un truc super solide. Tu peux le mettre directement par terre, dormir à l'intérieur et tu sais que tu n'auras pas froid. Sur la neige ou sur la glace, je ne sais pas si je le ferai. Je mettrai probablement plutôt un matelas, même un simple matelas en mousse. Celui-là par exemple, avant de mettre le sac de couchage directement par terre. Parce que bien que le sac de couchage soit équipé d'un revêtement déperlant, je pense qu'au bout d'un moment, je vais créer de la condensation. Mon dos va emmagasiner de la transpiration qui va jamais s'évaporer, qui va se transformer, qui va refroidir au contact du sol. Donc je pense que je rajouterai quand même un matelas. Donc ça c'est pour le sac de couchage. L'abri que j'avais pris pour cette balade, c'est le tipi Soloniac. Alors tipi Soloniac, il est composé de 2 éléments. La toile extérieure qui est imperméable mais qui n'est pas équipée d'un sol, un tapis de sol, et la tente intérieure qui est équipée d'une moustiquaire sur la partie haute, de différents points de fixation pour être fixés dans la partie imperméable, et d'un sol, un tapis de sol, cette fois en nylon. Donc la chambre intérieure, ça peut être un bon élément pour pouvoir pas marcher directement sur le sol de la forêt. Compte tenu que j'avais déjà un sac de couchage bien enveloppant, bien un genre de cocon, je ne voulais pas rajouter en plus une chambre à coucher. Je trouvais que c'était inutile. Si j'avais remplacé mon sac de couchage par ma couette, peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois, à emporter cette fois la chambre intérieure du tipi. Ce tipi, je le trouve relativement bien conçu. Il est fourni avec un mât, ici, un mât que je n'ai pas emporté pour cette balade, puisque je me suis fait mon propre mât avec un bout de bois. Donc le mât du tipi, c'est plusieurs sections de tubes métalliques. On a une section qui va venir se mettre en haut, ici, avec 7 embouts, de façon à tendre la toile du tipi. Et sur cette section, moi j'aurais bien voulu un crochet, comme celui qui équipe cet embout. Voilà, juste un petit crochet ici, de façon à pouvoir mettre une cordelette et suspendre ma lanterne. Parce que j'aime bien éclairer l'intérieur du tipi avec une lanterne. C'est quelque chose que je fais souvent. Attention, quand je parle de lanterne, je ne parle pas forcément d'emporter dans le sac à dos une vraie lanterne. Encore que ça, c'est une lanterne à pétrole. On a des lanternes électriques qui pèsent vraiment pas lourd. Mais dans mon cas, je ne parle pas d'emporter une lanterne. Puisque généralement, ma lanterne, où est-ce que je l'ai mise? Ma lanterne, c'est une gourde en plastique opaque sur laquelle je vais venir fixer à l'aide d'un élastique ma lampe frontale. Voilà, je vois pas l'utilité d'emporter un outil spécialisé comme une lanterne dont le seul but sera de fournir de la lumière, alors que je peux déjà faire une lanterne en utilisant des équipements que j'ai déjà dans mon sac. Une petite gourde dans laquelle généralement je transporte mon apéritif, ou ça peut être des fruits secs. Donc ça peut être soit de l'alcool, pastis par exemple, soit des fruits secs. Je pense aux cacahuètes, ça peut être des noix. J'adore les noix. Ici dans la région à Grenoble, on a une noix qui est très très bonne. Donc c'est quelque chose que je fais souvent, d'emporter des noix, généralement grillées, salées et aromatisées. Pour l'apéritif, ça se fait bien. Puisque je parle de la lampe frontale, c'est toujours ma Armitech, la Wizard C2 Pro, qui m'a été fournie en 2020, 2019, 2020, je ne sais plus, par le site Nyctalope. Une lampe frontale très efficace, durable, solide, puissante, mais avec une bonne autonomie. J'utilise jamais à pleine puissance, à pleine patate, avec la lumière la plus forte. Dans mon cas, c'est pas utile.
J'ai pas besoin d'appeler les secours, j'ai pas besoin de rivaliser avec le phare d'Alexandrie, donc je me contente d'une puissance utilisable dans mon cas. Et ça me suffit. Et du coup, ça lui donne une bonne autonomie. À l'intérieur, on n'a pas une pile double A. Comme je sais que la plupart des gens aiment les piles double A parce que c'est facile à trouver dans le commerce n'importe où. On a un accumulateur 18650, ce qui lui donne la possibilité d'avoir une grosse autonomie et d'être rechargeable. On peut mettre n'importe quelle pile rechargeable, on n'est pas obligé de passer par un accumulateur 18650, mais cette lampe, je l'aime beaucoup. C'est le type d'accumulateur qu'elle utilise. L'accumulateur en question, on peut le recharger en passant par un chargeur comme celui-là, un chargeur assez spécialisé. C'est Clarus qui propose ce chargeur, qui permet de recharger une seule batterie à la fois, où on peut recharger. Alors ça, c'est l'accumulateur fourni avec la lampe frontale, mais on peut aussi trouver des accumulateurs qui sont équipés directement sur le bâton de batterie d'un port. Un port USB, généralement un port micro USB, qui va permettre de recharger la batterie sans passer par un chargeur. Mon réchaud à gaz, c'est le Jetboil. Le Jetboil Minimo, un très bon réchaud, avec un bol large, un réchaud qui m'a servi à faire bouillir de l'eau, évidemment, à faire fondre de la neige. C'est un réchaud qui remplit bien son rôle. Il est fourni avec un support pour mettre la cartouche de gaz bien à niveau au sol, quand le sol n'est pas très droit ou quand c'est de la boue par exemple. Ça évite de faire rouiller ces cartouches de gaz, comme ça m'arrive avec les cartouches Decathlon. Dans cette petite poche en Dyneema, fabriquée par Florent de French Lights Outdoor, on va retrouver la cartouche de gaz, cartouche Jetboil aussi, et le brûleur du réchaud. Ce que j'apprécie avec le Minimo, c'est qu'il est équipé d'un allumage piezo. Donc si j'ai pas de briquet, c'est quand même très très rare que j'ai pas un moyen de faire du feu quand je vais me balader dans la nature. Si je perds mon briquet, voilà, un truc qui peut arriver. Si je perds mon briquet ou si je le fais tomber et qu'il est plus utilisable, quoique les bics, ça peut arriver, on ne sait jamais. Allumage piezoélectrique et ça me donne du feu, quoi qu'il arrive, tant que ma cartouche de gaz est pleine. Mais quand la cartouche de gaz est vide, dans ce cas, j'utilise un autre moyen de faire du feu, c'est le bois, tout simplement. Et le bois, quand je suis sur mes collines, ça en manque pas, il y en a beaucoup. C'est la profusion, mais en ce moment, il est trempé. Et quand la température descend sous les 0 degrés, en plus, il est gelé. Donc il va falloir que j'aille chercher le bois sec au cœur des brindilles, des bûchettes, c'est plus juste. Donc pour aller chercher ce bois sec, il va falloir que je fende ces bûchettes. Et pour les fendre, j'utilise un couteau. Alors depuis quelques semaines, je teste un couteau fabriqué en Ukraine par la compagnie Beavercraft. C'est un couteau avec acier au carbone, des plaquettes en bois simplement vissées sur la semelle métallique qui sert pour la lame. C'est un couteau qui remplit bien son rôle, il est efficace. Je lui ai ajouté une petite pierre d'aiguisage, pierre des Pyrénées, qui vient des Pyrénées, une barre de ferrocérium, ce que la plupart des gens appellent le fire steel, c'est le nom commercial, c'est un peu comme quand on parle de Nutella pour parler d'une pâte à tartiner, ou de sopalin pour parler de papier, de papier absorbant. J'allais dire de papier essuie-tout, mais essuie-tout c'est aussi une marque déposée, alors c'est compliqué aujourd'hui. Bien, ce couteau je l'apprécie puisqu'il est simple, mais efficace. Il est bien conçu, il est bien pensé, même si ici on peut voir que la garde au niveau du ricasso n'est pas des plus prononcées, donc il faudra quand même être prudent. Mais la prudence, le bon sens, c'est quelque chose qu'on est censé faire preuve quand on utilise un outil coupant quel qu'il soit, que ce soit un couteau, une hache, ou que sais-je encore, donc un peu de prudence. Un couteau qui peut gratter une barre de ferrocérium ici, quand le couteau est dans son étui, ou même dans l'œillet ici, ce qui demande quand même un petit peu de pratique, un petit peu d'habitude. À noter qu'ici, on a un contre-tranchant qui n'est pas aiguisé, qui n'est pas affûté, donc on va pas risquer de se couper avec. D'après ce que j'ai vu, il n'est pas spécialement équipé pour gratter le fire steel,
Mais si je mets un petit coup de lime, et généralement j'ai toujours une lime dans le sac quand j'utilise une hache, puisque ça me permet d'aiguiser le tranchant de la hache rapidement et efficacement. Mais si j'ai une pierre à aiguiser, je peux toujours... Ça prend un petit peu de temps, mais je dois avoir la possibilité de faire quelque chose d'utilisable en bout de lame. Bon, après, est-ce que j'ai envie forcément de modifier le profil de lame de mon couteau? Non. Généralement, je laisse tel quel et j'utilise la garde ici du couteau pour gratter le Firesteel. C'est suffisamment efficace. Accompagné du Firesteel, j'ai toujours ici une petite fiole complètement étanche, équipée d'un joint d'étanchéité. Une fiole qui contient du coton, soit vaseliné, soit imbibé d'essence à briquet Zippo, de façon à me procurer un allume-feu fiable, sûr à 100%. Quand les conditions météo exigent que je fasse un feu et que je veux être sûr de démarrer mon feu, ici j'ai une petite quantité de coton qui me le permet. Maintenant, c'est pas une quantité énorme. Le but de cet allume-feu, c'est pas de me permettre de démarrer un feu tout le temps, même quand les conditions météo me permettent de le faire avec du bois sec. Si je trouve du bois sec et qu'il pleut pas, ben, je fais des hérissons et puis je démarre mon feu avec. Ça me suffit largement. Donc c'est un allume-feu, on peut dire entre guillemets, de dernier recours en cas d'imprévu. J'irai pas jusqu'à parler de survie, mais de l'allume-feu de la dernière chance, on peut dire. Voilà, donc un couteau efficace, simple, pas lourd, et équipé d'un étui en cuir, avec un dangleur ici qui permet d'accrocher à la ceinture. On peut ne pas utiliser le dangleur si on veut, dans ce cas on passe la ceinture dans ce passant ici. Et justement, puisque c'est un couteau relativement léger, il ne sera pas forcément efficace pour toutes les tâches de coupe de bois qu'on aime faire en forêt, comme la coupe à la volée par exemple. Ce ne sera pas l'outil le plus adapté. C'est pour ça que pour cette balade, j'ai pris ma hachette Ultaforce Ultan, une hachette que j'ai pas mise sur le bureau, mais elle est juste là, à côté. Donc la hachette que j'ai pris pour cette balade, avec son étui en cuir. Une hachette pas lourde. Maintenant, pour les travaux de sculpture, ce ne sera pas la plus adaptée, puisqu'elle est un petit peu trop lourde pour ça. Mais pour couper un arbre mort, elle fait le taf. Ce ne sera pas la plus efficace dans ce cas. Ma habit de Ultaforce aussi sera évidemment plus efficace. Mais si je ne veux pas transporter des outils trop spécialisés et trop lourds, alors c'est plutôt cette hachette-là que je vais emporter. C'est une hachette qui me permet aussi de refendre des bûchettes pas trop épaisses. Si elles sont épaisses, dans ce cas, je vais m'y reprendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ou alors simplement mettre un coup. J'ai pas de bûchette sous la main pour illustrer mes propos, c'est pas très grave. Je vais mettre un coup dans la bûchette de façon à coincer le tranchant dans la bûchette. Ensuite, je vais retourner la bûchette et je vais mettre un coup de bûchette comme ça sur le billot sur lequel je vais refondre ma bûche. Et ça marche très très bien. Alors ça, c'est plutôt une technique qu'on utilise avec un merlin, parce que la hache, c'est pas fait normalement pour taper sur le marteau ici. Maintenant, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même, mais pas comme un bourrin, pas n'importe comment. Utiliser le marteau ici, du fer de la hache, pour taper sur des trucs. Généralement, je vais surtout l'utiliser pour planter mes piquets de tente au moment d'installer mon abri. Et ça va s'arrêter là. Mes gants de protection, c'est mes gants de pompier. C'est une simple couche de cuir avec à l'intérieur du Kevlar, comme on peut le voir ici, pour protéger contre la chaleur. Le Kevlar réagit bien contre la chaleur. Alors ces gants, initialement, ils étaient équipés d'un manchon qui protège de la chaleur aussi l'avant-bras. Moi, j'ai découpé le manchon en prenant soin ici de garder une partie ronde pour protéger cette partie-là du poignet. Et puis, je les ai percés et équipés d'une petite lanière en cuir. Le Firesteel, on en a parlé. Mon bouffadou, c'est toujours mon petit bout de bambou qui me quitte plus depuis des années. L'hydratation, on a abordé ça tout à l'heure avec la gourde. Pour cette balade, puisqu'on avait pas mal de marches de prévues, je ne voulais pas emporter uniquement des gourdes qui m'auraient forcé à poser mon sac au sol pour boire, pour récupérer de l'eau. Pour cette balade, j'ai donc pris mon réservoir d'hydratation Source que j'ai acheté en 2015. Ça va donc faire bientôt 10 ans que je m'en sers. J'ai pas de reproche à lui faire. Il est très solide, il est fiable. J'ai choisi un modèle de 3 litres justement pour pas avoir à le remplir trop souvent. L'inconvénient d'une poche d'hydratation comme ça, c'est qu'elle est dans le sac et tu ne la sors pas du sac. Donc quand elle est vide, tu le sais uniquement au moment où tu bois.
et tu peux pas trop anticiper la rupture de flotte. C'est pour ça que généralement je rajoute un filtre. En ce moment, le filtre que j'utilise quand je vais marcher et que j'ai pas beaucoup de temps pour m'arrêter et que j'ai besoin d'avoir un gros débit rapide, c'est la gourde Oco. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps pour la présentation de mon sac de rando en montagne. Fin d'été, début d'automne, pour la balade avec Yann et son fiston Maël. Donc c'était une belle balade. Et j'ai apprécié d'avoir un moyen de filtrer de l'eau rapidement, même si par moment la gourde a tendance à bugger un petit peu. Elle a des petits problèmes de débit, et le débit réduit fortement. Donc tu es obligé d'être très très patient pour remplir ta gourde avec de l'eau propre à la consommation. Et ça, c'est déjà quelque chose dont je fais preuve, la patience, quand j'utilise mes autres filtres à eau, mes filtres à gravité, comme le Katadyn Be-Free par exemple, qui fonctionne très bien. Donc pour remplir ce réservoir d'hydratation, je déclipse la tétine, je mets à la place ce petit élément qui est aussi fourni par source, mais qu'il faut acheter séparément. Il ne vient pas avec ce réservoir d'hydratation, il faut l'acheter séparément, et qui me permet de remplir l'eau en utilisant la gourde. Donc je fais comme ça, il y a un tout petit peu d'eau pour illustrer le truc, c'est bien. Et il n'y a pas assez d'eau pour passer par le filtre, c'est pas très grave. Vous avez compris le principe, l'eau rentre dans le robinet et elle descend dans le tube, à condition que le réservoir d'hydratation ne soit pas trop comprimé dans le sac à dos. Donc un petit robinet qui est fait aussi pour s'adapter au goulot de certaines bouteilles. Je pense aux bouteilles de Perrier, d'eau gazeuse en général. Alors, on va pouvoir coincer le goulot là-dedans et pousser sur cette espèce de petit accordéon tout en appuyant sur la bouteille pour envoyer l'eau, pour faire pression, pour pousser l'eau dans le réservoir d'hydratation même s'il est comprimé dans le sac à dos. Le matelas en mousse que j'ai utilisé, c'est un matelas très fin, en plastazote, mais je l'ai pris fin pour les cas de figure où je cherche un accessoire qui me permet soit de m'asseoir sur un caillou mouillé, enneigé ou avec des arêtes un peu coupantes, un peu tranchantes, où j'ai pas envie de me faire mal aux fesses, mais que j'utilise surtout au sol, en première couche. Et puis par-dessus, je vais avoir tendance à ajouter, non pas mon Opinel qui me permet de cuisiner, mais un demi-matelas gonflable. Un demi-matelas gonflable, pourquoi ? Parce que mes jambes et mes pieds n'ont pas besoin d'avoir l'amorti mécanique d'un matelas gonflable. Donc, quand il fait pas trop froid et que ça implique pas forcément d'emporter mon matelas qui a une valeur R, je pense au Neo Air X-Term Max que j'utilise pour la neige, qui a une valeur R élevée, on approche les 7 je crois. Dans ce cas, je prends, quand la saison me le permet, je prends juste mon matelas gonflable qui a une R-value très basse puisqu'il n'est pas équipé d'un isolant, celui-là. C'est donc un demi-matelas qui va de la tête jusqu'au coccyx et qui me permet uniquement d'apporter un amorti mécanique à ma colonne vertébrale. C'est la seule partie de mon corps qui a besoin d'avoir un amorti mécanique. Pour l'isolation thermique, là, c'est le sac de couchage et le matelas en mousse qui vont me permettre d'avoir cette isolation thermique. Quand le sol n'est pas trop froid. Si le sol est très froid, je vais aussi ajouter d'autres éléments isolants. Voilà. Alors, pour cette balade, moi j'avais très envie de faire un feu le soir pour le bivouac. Mais il pleuvait fort, j'avais mon tipi et j'avais pas pris de tarp. J'avais prévu d'emporter un tarp en plus du tipi. Dans ce cas, le tarp m'aurait permis de faire un auvent devant le tipi pour faire un feu de bois. Évidemment, on peut tout à fait démarrer un feu sous la pluie, c'est possible. Il n'y a pas de contre-indication. Mais moi, je ne voulais pas le faire. Donc, pour cette balade, alors ça c'est mon assiette, le thermomètre on s'en fout, les piquets de tente on s'en fout, il n'y a pas besoin d'en parler, ma corde fêtière, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire aussi, mon assiette, et il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette pochette, si ce n'est mon tapis de sol, qui est une simple feuille de nylon. Le rôle du tapis de sol, c'est de bloquer l'humidité du sol pour éviter qu'elle remonte sur mon équipement de couchage, mon équipement de bivouac. Mon équipement dodo. Ça, c'est le rôle du tapis de sol. Le rôle du matelas, c'est d'offrir à la fois une isolation mécanique, une protection mécanique et une isolation thermique. Ça, c'est le rôle du matelas. Mais si, par mon matériel humide,
qui va me donner froid, utiliser un tapis de sol offre aussi dans ce cas-là une isolation thermique, mais c'est uniquement parce qu'il protège de l'humidité. Il n'y aura pas d'isolation thermique à proprement parler. Ça, c'est surtout le rôle de mon matelas, de mon sac de couchage, mais aussi ça peut être le rôle de mon matelas si je prends un matelas isolé. Ça rentre un petit peu, ça devient un petit peu technique. Je pense que je ferai une vidéo pour présenter mes divers matelas, pour vraiment qu'on comprenne la différence. Pour cette balade, j'ai donc mes gants de pompier en cuir. Bien servis, ils sont bien dégueulasses, bien gras, mais c'est du cuir, donc il aime le gras. Et j'avais pris pour marcher une paire de moufles. Une paire de moufles Forclaz qui se transforment en mitaine et même le pouce. Donc quand on a besoin d'appuyer sur des boutons, comme c'est le cas avec mon appareil photo ou mon téléphone portable, pour faire des vidéos, j'aime bien utiliser ce type d'équipement. En plus, celles-là sont relativement bien conçues, puisque pour les retirer, il y a deux sangles ici, on tire dessus et c'est réglé. Dans la partie moufle, il y a des petits poils en synthétique. Donc là encore, ça permet d'apporter de la chaleur au doigt par friction. C'est le principe de la polaire. Le principe de la polaire et du synthétique, c'est de produire de la chaleur par friction. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop fan d'utiliser une veste en polaire en montagne, parce qu'en montagne, c'est typiquement le genre de milieu contraignant et dangereux où je pourrais me retrouver immobilisé suite à une chute, une glissade, et où je serais complètement immobile. Et donc, dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir un isolant qui me maintienne au chaud sans avoir besoin de bouger, ce qui est le cas avec le duvet, la plume, ou certains isolants synthétiques contenus dans les doudounes, où l'isolant n'est pas au contact direct de la peau. Évidemment, il faudra se protéger aussi de l'humidité avec une veste imperméable par-dessus la doudoune, parce que le sol, lui, risque d'être humide. Pour cuisiner, donc je parlais du feu de bois. Pour cuisiner, j'avais prévu de nous cuisiner, c'est un bien grand mot, puisqu'on avait prévu de faire une raclette. La raclette, il n'y a pas besoin de cuisiner grand-chose. À la rigueur, faire cuire les pommes de terre et c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à faire fondre le fromage. Et cette raclette, mes amis, on s'est régalé. J'ai voulu faire simple, donc j'ai pris un gros bloc de fromage à raclette à l'ail des ours, que j'ai pris à la halte fermière, et puis de la charcuterie, j'ai fait simple. Encore, j'ai pris du jambon cru et du jambon blanc. Les petites pommes de terre, et ça, largement, suffit. On s'est régalé. Pour s'hydrater, le gosier, je nous ai pris une roussette, toujours à la halte fermière. Donc la roussette, c'est un vin blanc, qui est plutôt conseillé quand on fait des raclettes, donc ça tombe bien. Pour servir, c'est bien d'avoir un plat, une assiette, quelque chose, même une simple planche à couper en bois. Donc là, j'ai pris mon assiette Kupilka, que j'utilise aussi bien pour manger que pour présenter certains aliments. Ça passe très très bien en vidéo, comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises. Mais ça permet aussi de couper le pain, le saucisson, le fromage à l'intérieur. Donc c'est un élément que j'aime bien emporter, qui pèse pas très lourd. Et que je trouve relativement polyvalent, d'autant plus que c'est une assiette plate, creuse, avec des bords qui remontent assez haut, donc relativement polyvalente. Je garde un œil sur l'heure quand même, puisque je vais bientôt devoir couper la vidéo. Pour faire le feu de bois, tout en protégeant le bois du sol mouillé, ou tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre le feu au sol, j'ai pas envie de calciner le sol, ce que je fais en général, c'est que je mets un foyer comme ça, et je fais le feu à l'intérieur du foyer. Ça permet d'offrir une relative protection au sol. Ou alors, je peux aussi utiliser ce type de table. Donc ça, c'est une table qui permet de surélever le foyer du feu pour éviter de le faire directement au sol. Ça, c'est un truc pliable, ça pèse vraiment pas lourd. On peut aussi tout simplement monter une pile de bûchettes ou des cailloux. Des cailloux suffisamment grands et plats pour isoler le sol du feu. Ou alors on peut utiliser un élément comme ça, et moi c'est un truc que je trouve particulièrement adapté quand on veut faire un feu, mais pas directement au sol. On a toujours la possibilité ici d'ajouter un pare-vent en aluminium, quelle que soit la matière que vous avez sous la main, ou un petit grillage, quelque chose qui permet de maintenir le bois à l'intérieur pour pas que ça tombe par terre. Donc ça normalement c'est un truc, c'est une plancha qui est, comment dire, ouais, c'est un truc qui est fait pour cuire la bouffe sur le feu. Mais puisque c'est en acier, on a la possibilité de faire un feu à l'intérieur aussi.
Par contre, ça risque de gondoler, ça risque de vriller un petit peu, puisque c'est de l'acier fin. C'est pas forcément fait pour faire du feu à l'intérieur, et encore moins pour mettre des braises qu'on va attiser, donc dégager énormément de chaleur. Je pense que ça finira par vriller au bout d'un moment. De quoi j'ai pas parlé? Pour cuisiner, j'ai utilisé, alors pour la raclette, j'ai utilisé un réchaud très spécial. Un réchaud très spécialisé qui est fabriqué à Chamonix. C'est un réchaud très adapté à la raclette, puisque le brûleur peut être orienté aussi bien vers le haut, pour cuire quelque chose ici, que vers le bas, pour gratiner quelque chose. Et ça tombe bien, puisque quand on fait une raclette avec les poêlons, on a tendance à mettre du fromage à raclette et on veut qu'il soit fondu et gratiné. Mais c'est quelque chose, une raclette, faire fondre du fromage à raclette, c'est tout à fait quelque chose que je peux faire avec un réchaud à gaz classique, ou même sur un feu de bois au sol. J'ai pas forcément besoin d'avoir un truc comme ça. Mais bon, puisque j'avais un peu de place dans le sac à dos, je voulais emporter mon Fouclette, qui est pas un réchaud à raclette. C'est pas spécialisé pour la raclette. C'est plutôt une cuisinière nomade à gaz, qui pèse beaucoup moins lourd que les cuisinières à gaz classiques qu'on a tendance à voir dans les camping-cars et qu'on peut emporter dans le sac à dos. Ça reste compact. Puis en plus, c'est fabriqué en France, donc c'est sympa. En contrepartie, le prix est beaucoup plus élevé qu'une cuisinière à gaz, justement parce que c'est fabriqué en France. Est-ce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé? Laissez-moi réfléchir. Ma casquette en laine. J'adore cette casquette. Quand il fait vraiment très froid et que j'ai froid aux oreilles, je mets le rabat ici et c'est réglé. Il n'y a plus froid. Donc c'est une casquette que j'apprécie beaucoup. C'est la casquette Crambe, fabriquée en Italie, que mon frangin m'a offert. Il l'a achetée à la foire de la Saint-Martin il y a quelques années. Je crois que c'était en 2019, peut-être 2018. Elle est un petit peu serrée, alors de temps en temps, je vais dans une chapellerie et puis je la fais détendre un petit peu. Quand je me rase la tête et que j'ai la boule à zéro, ça va. Quand les cheveux poussent un peu, là, ça commence à être un petit peu serré là-dedans. Donc c'est pas forcément une casquette que je porte tout le temps. Bien, je pense avoir fait le tour de l'équipement que j'ai utilisé pour cette balade. Il y a probablement 2-3 trucs que j'oublie, hein, comme la trousse de soins, par exemple, et les piquets que j'ai utilisés pour installer Tipeee, toutes sortes de choses. Ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle je prendrai le temps de détailler tout ça. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a apporté quelque chose, j'en serais ravi, vraiment. Parce que ça vous permettra à vous de ne pas faire les mauvais choix de matériel. Maintenant, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est du matériel qui n'est pas forcément adaptable à toutes les situations. Le sac à dos est lourd, c'est un sac à dos militaire, il n'est pas aussi confortable qu'un sac à dos de montagne, donc n'allez pas prendre mes choix de matériel pour argent comptant, d'accord? Faites vos recherches, renseignez-vous, posez-moi des questions, essayez le matériel, faites comme moi, ne vous reposez pas aveuglément sur des retours d'expérience, de vidéos sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. J'insiste souvent là-dessus parce que c'est important. D'accord? C'est important. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose à des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez voir mes vidéos quand elles sortent, vous pouvez aussi vous abonner. C'est pas une obligation, c'est pas payant, donc allez-y, profitez-en. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Attention, je ne publie pas des vidéos tous les jours, donc vous n'allez pas être envahi de notifications. Par contre, quand je publie un article sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, c'est pas une vidéo qui apparaît dans votre flux d'actualité, donc vous allez probablement passer à côté de l'article. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec la formule habituelle, la formule Chartreuse Nature. Portez-vous bien, sortez dans la nature et on se retrouve très bientôt. Salut!